qui est développée aux dépens de la cortico-surrénale. C'est une tumeur qui est rare, dont la fréquence est estimée à 0,02 de tous les cancers. Son incidence varie de 0,7 à 2 cas par million d'habitants par an. La distribution d'âge montre deux pics. Le premier, celui donc, de l'enfance, donc c'est une tumeur qui se voit avant 5 ans, et le second entre 30 et 50 ans. Il existe une modeste prédominance féminine et il s'agit d'un cancer qui est agressif, donc avec une survie à 5 ans étant inférieure à 40%. Alors, ce sont des tumeurs qui peuvent être fonctionnelles ou non. Le caractère fonctionnel, il est en rapport avec la sécrétion d'hormones sécrétées par les glandes surrénales. Les meilleures chances de guérison sont obtenues par une exérèse complète. Et c'est une exérèse qui concerne les tumeurs localisées, c'est-à-dire les stades 1 et 2, voire quelques rares cas de stade 3. Et ceci doit être fait, bien sûr, par un chirurgien bien expérimenté. Pour les cortico-surrénalomes avancés, c'est-à-dire localement et ou métastatiques, donc le plus souvent, ils sont non résécables et ils ont un pronostic qui est sévère. Maintenant, l'imagerie. Donc, quel est l'apport de l'imagerie? Eh bien, l'imagerie, elle a un impact majeur dans le pronostic, sur le pronostic et la prise en charge de ces tumeurs. Elle permet de confirmer la topographie surrénalienne d'une masse abdominale, de déterminer sa nature bénigne et de participer au bilan pré-thérapeutique. En fait, l'imagerie, elle permet de réaliser une classification initiale des tumeurs et qui va être affinée en cas de chirurgie et avec les données anatomopathologiques. Mais aussi, elle permet d'évaluer la résécabilité des tumeurs et donc proposer donc une résection complète de la tumeur, de son voisinage et d'une éventuelle métastase. Mais aussi, elle participe au suivi des patients après traitement. Alors, quelques rappels qui sont utiles. Donc, un radiologue, il doit toujours bien sûr connaître donc l'anatomie, donc pour pouvoir bien décrire donc les choses par la suite. Quand vous savez, les glandes surrénales, ce sont des glandes endocrines, vitales, de siège rétropéritonéal. Ils sont au nombre de 2, une du côté droit et l'autre du côté gauche. Alors, donc celle du droit, elle a une forme pyramidale et elle est en situation précave. Celle du gauche, elle a une forme qui est ovoïde, semi-lunaire, et elle est en situation para-aortique. La surrénale gauche, elle est un petit peu située au-dessous de la surrénale droite. C'est le contraire des reins. Le rein droit, donc, il est plus haut situé que le rein. Donc, le rein gauche, il est plus haut situé que le rein droit. Alors, pour les rapports, donc, ils sont aussi importants à connaître. Donc, les rapports essentiels, ce sont ceux avec les gros vaisseaux, donc les vaisseaux rétropéritonéaux. Donc, pour la droite, c'est essentiellement avec la veine cave inférieure et pour la gauche, c'est avec l'aorte. Alors, les rapports postérieurs, ils sont essentiellement avec le récessus, donc la portion lombaire du diaphragme, le récessus pleural et les deux dernières côtes. Pour les rapports antérieurs, pour la droite, il y a la veine cave donc inférieure et le bord droit du foie. Pour la gauche, il y a l'angle de Treads, la veine splénique, le corps et la queue du pancréas. Et latéralement, des deux côtés, il y a le bord médial du rein et il y a aussi du côté gauche la face postérieure de la rate. Alors, la vascularisation, elle est assurée par artérielle est assurée par 3 pédicules. Il y a l'artère surrénalienne supérieure qui naît de l'artère phrénique inférieure et qui rejoint le sommet de la glande surrénale. L'artère surrénalienne moyenne qui naît de l'aorte ou du transcéliaque et l'artère surrénalienne inférieure qui naît de l'artère rénale. Pour le drainage veineux, il se fait par une seule veine, c'est la veine surrénalienne qui se draine directement à droite donc dans la veine cave inférieure et à gauche, elle se draine dans la veine rénale. Alors, concernant l'anatomie interne, donc on distingue 2 zones au niveau de la glande surrénale. Il y a la zone la médulo-surrénale qui est située au niveau du corps et la cortico-surrénale qui est située à la fois au niveau du corps et aussi au niveau des 2 branches de la surrénale. Alors, on distingue aussi au niveau de la cortico-surrénale 3 zones. Donc, il y a la médulo-surrénale qui est responsable de la sécrétion des catécholamines et aussi la cortico-surrénale qui est responsable de la sécrétion des stéroïdes, essentiellement les minéralocorticoïdes, glucocorticoïdes, les androgènes et les œstrogènes.
Alors, cliniquement, les circonstances de découverte sont variées. Donc, il peut s'agir d'un syndrome d'hypersécrétion hormonale, donc en rapport avec un excès de sécrétion des hormones sécrétées par la glande surrénale, comme il peut s'agir de manifestations liées à un syndrome tumoral, donc des douleurs au niveau de l'hypocondre, la palpation d'une masse de l'hypocondre, ou bien, et plus rarement, la découverte d'une métastase à distance. Alors, on peut avoir aussi des arguments en faveur d'une évolutivité rapide, et donc il faut toujours préciser la date des premiers symptômes, et aussi, si on a des anciennes imageries, essayer de les comparer pour juger cette évolution. Aussi, parmi les circonstances de découverte, c'est des masses qui sont découvertes lors de la réalisation d'une échographie ou d'un scanner fait pour autre chose. On peut avoir aussi un syndrome paranéoplasique fait d'une altération de l'état général et plus rarement lors d'une évaluation d'une des rares maladies génétiques. Alors biologiquement, donc il y a un panel d'examens biologiques qui ont été proposés par le réseau européen, donc qui étudie les tumeurs surrénaliennes. Et donc, ce bilan, il doit être demandé devant toute suspicion de corticosurrénalome en préopératoire. Il permet de confirmer l'origine de la lésion surrénalienne et de suggérer la malignité, mais aussi d'assurer le suivi des patients après traitement. Alors, donc là, on retrouve les différents bilans, donc le bilan biologique qu'il faut demander. Donc, je pense que ça va être détaillé par notre cher collègue professeur Littrich. Alors, pour le bilan biologique aussi, il existe une sécrétion hormonale autonome qui est retrouvée dans 80% des cas. Et donc, ceci a été étudié sur le profil urinaire des métabolites qui donc réalise une sorte d'empreinte en pré-traitement et aussi permettent d'assurer le suivi des patients porteurs de ce genre de tumeur. Alors, on arrive à l'imagerie. Quel est l'apport de l'imagerie en matière de ces tumeurs? Alors l'imagerie, elle permet, comme j'ai dit, donc de caractériser la masse surrénalienne, de préciser sa topographie, de rechercher des signes en faveur de la malignité, mais aussi de participer au bilan d'extension, donc de donner une classification première de la tumeur, d'évaluer la résecabilité en préopératoire et d'assurer le suivi des patients après traitement. Alors, quels sont les moyens d'imagerie disponibles? Donc, il y en a deux types. Il y a l'imagerie conventionnelle basée essentiellement sur le scanner et l'IRM, et il y a l'imagerie fonctionnelle de médecine nucléaire. Donc, il s'agit essentiellement du TEP-O18, donc fluorodésoxyglucose. Alors, tout d'abord, on va voir l'imagerie conventionnelle. Donc, c'est le scanner, c'est l'examen de choix. Donc, à demander devant toute suspicion de tumeur maligne de la cortico-surrénale. Donc, bien sûr, avant de réaliser cet examen, il faut éliminer les contre-indications à sa réalisation, donc essentiellement l'insuffisance rénale, l'allergie à l'iode et la grossesse, en particulier durant le premier trimestre de la grossesse. Alors techniquement, donc le patient il est installé en décubitus dorsal. Donc on réalise donc des coupes fines donc de l'ordre de 1 à 3 mm et on réalise par la suite plusieurs acquisitions. La première acquisition, elle est réalisée sans injection du produit de contraste. Donc, elle est systématique, elle permet de donner une idée sur la morphologie de la surrénale, de mesurer la densité de la masse et parfois elle est suffisante pour poser le diagnostic donc d'une lésion surrénalienne. Alors, par la suite, on réalise une acquisition après injection intraveineuse du produit de contraste. On injecte donc une quantité de l'ordre de 100 cc avec un débit de 3 cc par seconde. Et donc cette acquisition, elle permet de mesurer la densité donc des lésions, donc et le rehaussement des lésions. Et donc elle est réalisée lorsque la densité de la masse est estimée à plus de 10 unités de Ransfeld, donc sur le scanner sans injection. Et donc ça permet aussi de calculer le pourcentage du lavage absolu et relatif d'une masse surrénalienne. Bien sûr, l'acquisition elle est axiale au départ, mais on peut céder des reconstructions dans les différents plans. Donc ces reconstructions elles sont très utiles en cas de lésion très volumineuse pour bien apprécier sa topographie et ses rapports. Alors, en cas de tumeur maligne, en cas de corticosurrénalome, une acquisition thoraco-abdominopelvienne est indispensable pour faire un bilan d'extension complet.
Alors, les résultats normaux, donc une surrénale normale, elle a une forme donc en V ou en virgule. Donc, elle mesure donc, au niveau de son corps, moins de 10 mm et au niveau de ses bras, moins de 5 mm. Elle a un aspect rectiligne et aussi ou convexe et jamais ses bras ne sont convexes. Sa densité spontanée elle est estimée à entre 25 et 40 unités de Hounsfield. Alors, passons maintenant aux caractéristiques scanner du corticosurrénalome. Donc, la première étape, c'est d'apprécier la taille de la tumeur et sa morphologie. Alors, plus la taille est très augmentée, plus la probabilité d'une lésion surrénalienne donc elle est donc augmentée. Et donc, la plupart des corticosurrénalomes donc sont des lésions très volumineuses. Donc, comme vous le voyez ici sur cette coupe scanographique axiale, donc on voit une grande masse surrénalienne gauche, donc qui dépasse 5 cm de diamètre. Elle a des contours irréguliers et mal limités, et elle est hétérogène, donc par la présence des zones de nécrose. Parfois aussi, on voit des zones donc hémorragiques, et les calcifications, elles sont retrouvées dans 30% des cas. La deuxième étape, c'est d'analyser la densité en contraste spontané. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'acquisition en contraste spontané permet de mesurer la densité de la lésion. Et donc, comment mesure-t-on cette densité? C'est à l'aide d'un ROI, donc qui est déposé sur la masse. Et bien sûr, il ne faut pas donc positionner ce ROI n'importe comment. Il faut qu'il occupe les 2/3 de la surface de la lésion. Il doit être déposé sur sa partie médiane. Et il faut toujours éviter, quand on fait la mesure, éviter les zones de nécrose, d'hémorragie et des calcifications. Donc la valeur seuil pour distinguer une lésion bénigne et maligne elle est fixée à 10 unités de Hounsfield. C'est-à-dire, si on trouve une densité spontanée moins de 10 unités de Hounsfield, on est devant une lésion bénigne, c'est l'exemple de l'adénome. Si on a une densité plus de 10 unités de Hounsfield, il faut compléter par une acquisition avec injection du produit de contraste et donc apprécier donc, le lavage absolu de la lésion. Alors, pourquoi on mesure cette densité spontanée? Parce qu'elle nous donne une idée sur le contenu, donc la composition graisseuse de la lésion surrénalienne. Plus donc, le contenu est important, plus c'est en faveur d'une lésion bénigne. Alors que les lésions malignes, elles sont pauvres en lipides. Alors, la densité basse inférieure, donc on parle de densité basse lorsque elle est inférieure à 10 unités de Hounsfield, et comme je l'ai dit, c'est le reflet du contenu lipidique. Elle a une excellente valeur prédictive négative. Alors, toute tumeur et masse surrénalienne qui a une densité inférieure à 10 unités de Hounsfield peut être considérée comme bénigne. Donc, c'est avec une spécificité qui est estimée à 98%, et c'est le cas de l'adénome. Par contre, les corticosurrénalomes, ils ont une densité spontanée qui est supérieure ou égale à 18 unités de Hounsfield. Alors, la troisième étape, c'est d'étudier le lavage. Donc, comme on a dit, on réalise une acquisition sans injection. Puisque la densité spontanée est supérieure à 18 unités, il faut compléter par l'acquisition avec injection. Et donc, quand on réalise cette acquisition, donc ça nous permet d'apprécier et d'avoir une idée sur la vascularisation de la masse. Et donc, dans ce cas-là, on utilise deux quantifications. Donc, la première, c'est celle du lavage absolu et la deuxième, c'est celle du lavage relatif. Et dans ce cas-là, on réalise après injection 2 mesures. La première, elle est réalisée au temps portal, donc à 1 minute après injection, et la deuxième à 10 à 15 minutes après injection. Alors, je vais vous montrer des exemples par la suite pour donc expliquer mieux ça. Alors, toujours dans la troisième étape, donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on mesure ce lavage absolu et relatif, donc il est toujours inférieur à 50% pour les corticosurrénalomes. Maintenant, si on le retrouve supérieur à 60 pour l'absolu et supérieur à 40 pour le relatif, dans ce cas-là, on est devant une lésion bénigne. C'est l'exemple de l'adénome. Alors, la quatrième étape, donc analyser la masse, mais par la suite, il faut analyser et faire le bilan d'extension. Donc, il faut apprécier l'invasion loco-régionale, c'est-à-dire l'extension aux structures de voisinage, rechercher des adénopathies donc loco-régionales et bien sûr rechercher des métastases donc à distance, en particulier hépatiques, pulmonaires, osseuses, péritonéales et cérébrales.
Alors là, c'est des exemples. Donc là, on est devant des images d'une patiente âgée de 25 ans qui était admise pour une masse surrénalienne qui est découverte fortuitement et chez qui un scanner a été demandé. Et donc, on voit ici, sur cette coupe axiale, l'acquisition sans injection, et sur les deux autres, l'acquisition, donc après injection au temps portal, c'est-à-dire à 1 minute après injection du produit de contraste, et par la suite, une acquisition au temps tardif. Et donc, par la suite, il faut mesurer, comme j'ai dit, les densités. Donc, la mesure de la densité en contraste spontané, donc dans ce cas-là, elle est estimée à 35, donc c'est supérieur à 10 unités de Hounsfield. Et donc, dans ce cas-là, il faut compléter par l'injection. Et quand on a injecté, donc on a mesuré la densité sur l'acquisition à 1 minute. Donc ici, elle est estimée à 66. Et sur le temps tardif, elle est estimée à 63. Donc quand on a calculé le washout, dans ce cas-là, il est estimé à 12. Et donc on va dire qu'il est inférieur à 50%, c'est-à-dire donc ceci est en faveur d'une lésion qui est maligne. Alors, une deuxième patiente, donc un patient qui est âgé de 58 ans, donc admis pour un syndrome de Cushing. Donc, le scanner, il montre une masse surrénalienne droite. Donc, c'est une masse qui est hétérogène parce qu'on a des zones de nécrose, des calcifications. Et donc, la densité aussi en contraste spontané, elle était supérieure à 10. Donc, il fallait injecter. Donc, après injection, on a réalisé les deux acquisitions à 1 minute et au temps tardif. Et donc, le washout, il était donc aussi inférieur à 50% et c'était en rapport avec un cortico-surrénal. Donc, un troisième exemple, donc la même chose, donc on retrouve une masse surrénalienne droite. Donc là, c'est pour vous montrer qu'on fait le bilan d'extension. Et là, vous voyez, c'est l'exemple des adénopathies. Donc, on voit qu'il y a des adénopathies inter-aortiques au cave, d'accord, et aussi latéraux-aortiques. Toujours dans le cadre du bilan d'extension, donc on voit ici une masse sur cette coupe axiale, une masse surrénalienne droite. Et là, on voit qu'il y a une extension vers la veine cave inférieure. Et aussi, on voit qu'il y a une lésion donc, hépatique au niveau du segment 6 du foie. Alors, le scanner, donc, bien sûr, c'est le premier examen. Pour l'IRM, c'est l'examen qui est demandé en deuxième intention devant l'exploration d'une masse surrénalienne. Donc, il permet de caractériser une masse surrénalienne avec une sensibilité de 89% et une spécificité d'environ 99%. Donc, bien sûr, avant de le réaliser, il faut éliminer les contre-indications. Parmi ces contre-indications, c'est le pacemaker, donc le corps étranger, la claustrophobie. Et quand est-ce qu'il faut réaliser l'IRM? C'est lorsqu'on a une contre-indication à la réalisation du scanner en matière d'irradiation ou à l'injection du produit de contraste chez les femmes enceintes et lorsqu'on a des suivis itératifs. Et aussi, quand on a un doute diagnostique, il permet d'affiner le bilan d'extension des tumeurs cortico-surrénaliennes. Alors, sur le plan technique, donc l'examen, il est réalisé sur une machine de 1,5 Tesla. Le patient, il est installé en décubitus dorsal. Donc, les coupes, c'est toujours des coupes fines. On réalise plusieurs séquences, T1, T2, des séquences de déplacement chipique, une phase et en opposition de phase, et aussi des séries injectées. Donc, actuellement, il y a des nouveautés en matière de l'IRM. Il y a la spectroscopie qui permet de quantifier certains métabolites au sein des masses surrénaliennes et de nous donner une idée sur d'avoir une approche histologique des lésions surrénaliennes. Donc là, c'est le spectre d'une lésion d'un phéochromocytome. Ici, et conclure, vous avez dépassé votre temps. D'accord. Donc, je peux toujours continuer un petit peu. Alors là, c'est l'exemple d'une tumeur le spectre d'une tumeur cortico-surrénalienne. Et là, donc finalement, la spectroscopie, elle peut nous donner une idée sur l'histologie des tumeurs. Alors les caractéristiques, ce sont des tumeurs qui sont très volumineuses et qui ne vont pas chuter sur la séquence in phase, donc ça témoigne donc le pauvre contenu en lipides. Après injection, ce sont des tumeurs qui se rehaussent de façon hétérogène. Alors là aussi, c'est un exemple d'une tumeur surrénalienne. Donc vous voyez que c'est hétérogène. Alors il n'y a pas de chute de signal sur la séquence en opposition de phase, et donc le rehaussement, il est toujours hétérogène.
Alors l'imagerie fonctionnelle, elle est basée essentiellement sur le PET scanner, donc au 18-fluorodésoxyglucose. Donc l'hyperfixation est un argument en faveur de la malignité et il permet aussi de faire le diagnostic des métastases à distance, parfois qui sont silencieuses sur les imageries conventionnelles. Il permet aussi de faire le suivi des patients traités. Donc là, c'est l'exemple d'une masse surrénalienne, donc du côté gauche, et sur le PET scanner, on voit qu'elle fixe donc à ce niveau-là, mais en même temps, on voit qu'il y a des lésions, de multiples lésions pulmonaires en rapport avec des métastases. Alors la place de la biopsie, donc scano-guidée où elle est discutée, donc elle est, pour certains, elle est contre-indiquée parce qu'il y a le risque de dissémination donc tumorale. Et donc, bien sûr, si on est amené à la faire, il faut d'abord éliminer donc, le diagnostic de phéochromocytome. Et actuellement, la seule indication, c'est la suspicion de métastase surrénalienne en cas de tumeur de moins de 3 cm. Alors la stadification, donc je vais passer rapidement, il y a une nouvelle stadification, c'est celle du réseau européen, donc qui permet de classifier donc, les tumeurs en 4 stades. Il y a le stade 1, lorsque la tumeur elle est moins de 5 cm, stade 2 plus de 5, le 3 c'est lorsque on a, quelle que soit la taille, mais avec une extension vers les structures de voisinage, et le 4 lorsqu'on a une métastase à distance. Le diagnostic différentiel, il se pose concluez. D'accord, donc je m'arrête. Donc je vous remercie. Donc, parfait.